Bonjour. Le nucléaire fournit 75% de l'électricité en France et 11% dans le monde. Son bilan carbone est très faible, il est même souvent meilleur que l'éolien. Seulement, le risque zéro n'existe pas. Et en cas d'accident, c'est rapidement la grosse merde. Hashtag Fukushima, hashtag Tchernobyl, hashtag mutant, hashtag X-Men. Alors que faut-il faire? Sortir du nucléaire et compenser avec les énergies fossiles, le temps d'être au point sur les énergies renouvelables? Mais dans ce cas, abandonner la lutte contre le réchauffement climatique, hashtag Allemagne, ou accepter le principe d'une décroissance globale. Mais dans les faits, très peu de personnes y sont prêtes. Hashtag Apple, hashtag McDo, hashtag toi-même, tu sais. Seulement voilà, depuis quelques mois, un minerai fait le buzz. Un minerai dont vous avez peut-être entendu parler, son nom le thorium, seule alternative connue à l'uranium. Ce minerai sur lequel reposent tous les espoirs de la technologie de l'atome, c'est un reportage de Sophie Chimaenko et Archibald Fayage. Alors j'annonce, pour les trolls en col blanc, les premiers de la classe qui ont toujours le commentaire acerbe, ceci ne va pas être un cours de physique nucléaire, on va vulgariser. Ah ça, on va être vulgaire, bordel de cul. Sophie, ma pipe. Bon écoutez, elle est sous le canapé, j'arrive pas à l'attraper, faites-le vous. Tout faire soi-même. Générique. Les chroniques écologiques du professeur Feuillage. Commençons par un petit récap de ce qui se fait aujourd'hui avec les centrales nucléaires à eau pressurisée fonctionnant à partir d'uranium. C'est la centrale la plus utilisée au monde. On va se faire ça en animation. Ça me fait trop chier de vous dessiner un réacteur au tableau. Chut. Il y a 3 circuits de flotte. Circuit 1, dans une cuve d'eau sous pression, on plonge le combustible sous forme de tubes d'uranium dont la fission chauffe l'eau. La réaction nucléaire en chaîne est contrôlée par des barres de graphite qui absorbent les neutrons pour éviter que le réacteur ne s'emballe. Pour la faire courte, quand un neutron tape un noyau d'uranium-235, celui-ci explose et produit 2 ou 3 neutrons et des produits de fission. Les neutrons vont à leur tour rencontrer un noyau d'uranium. Réaction en chaîne, agitation, production de chaleur jusqu'à 2000 degrés dans les tubes appelés crayons. Cet ensemble est protégé par une enceinte de confinement en béton bien fat. Circuit 2. Dans le circuit secondaire, il y a aussi de l'eau. Elle est chauffée par conduction grâce à l'eau brûlante du circuit 1. Les deux circuits ne sont pas en contact direct. Transformée en vapeur, cette eau fait tourner des turbines qui activent un alternateur produisant un courant électrique. Circuit 3, c'est le circuit de refroidissement. De l'eau froide pompée dans la mer ou dans un cours d'eau circule dans les tuyaux du condensateur. Le but, refroidir la vapeur du circuit 2 et la condenser en eau qui repartira se faire chauffer au contact du circuit 1. Entre-temps, l'eau du circuit 3 s'est réchauffée au contact de la vapeur du circuit 2. Elle est donc envoyée dans une tour de refroidissement afin de diminuer sa température, créant les panaches de vapeur que l'on voit de loin. Enfin Sophie, qu'est-ce que c'est que cette fumisterie? Pardon, je... Et le tableau, il sert à quoi? À dessiner des billes? En dépit de la sécurité sur les sites, on n'est pas à l'abri d'une erreur humaine, d'une panne électrique, d'un tremblement de terre, d'un tsunami, d'une attaque terroriste. S'il y a une panne dans le circuit de refroidissement, la réaction va s'emballer, provoquant la fonte des tubes de protection des crayons d'uranium. Et là, ça pue du cul. Ça pue grave du cul. Une explosion d'hydrogène va envoyer des matières radioactives dans l'air et dans l'eau. Le cœur du réacteur va fondre et se transformer en monstre. Le corium, mix entre la baffe d'alien et le foutre de gitan. Il va traverser le confinement et s'enfoncer dans le sol où il ne vaut mieux pas qu'il rencontre une nappe phréatique. Sans quoi... Et même quand tout se passe bien, il faut traiter et stocker tous ces déchets de fission selon des règles de sécurité très contraignantes. Voilà pourquoi l'Allemagne a renoncé au nucléaire récemment. Oh, il y a bien une alternative au cycle uranium. Le thorium, vous connaissez? Le thorium, ou TH232, est un métal de la famille des actinides découvert en Norvège en 1830. Son nom lui vient du dieu scandinave Thor. Ça claque! Il se trouve que le thorium, au même titre que l'uranium, est un élément chimique fertile à partir duquel on peut faire la fameuse fission nucléaire. Dès les années 40, les scientifiques américains étudient le thorium, mais très vite on lui préfère l'uranium, bien plus pratique pour fabriquer des bombes, grâce à l'un de ses déchets de fission, le plutonium. Eh oui, c'est la guerre les gars, exit le thorium. Pourtant, comme l'uranium, le thorium peut être utilisé dans tous les types de réacteurs. En revanche, faire tourner nos centrales actuelles avec du thorium ne présente pas d'intérêt. C'est ni vraiment moins cher, ni vraiment plus efficace, ni vraiment plus propre. Et puis surtout, c'est une technologie qu'on ne maîtrise pas. La solution dans l'avenir, c'est peut-être les réacteurs régénérateurs.
Ils permettent de retraiter les déchets issus de la fission pour ensuite les réinjecter dans le réacteur. Avec cette technologie, 100% du combustible est utilisé contre seulement 0,7% aujourd'hui. Cependant, ce processus nécessite un paquet de manipulations vraiment dangereuses. Alors pour sécuriser le retraitement des déchets et faciliter les manipulations, il est question de rendre le combustible liquide. Exit les barres d'uranium. Bonjour, le réacteur à sel fondu. Cette technologie n'est pas nouvelle, mais depuis les années 50, seule une poignée de chercheurs y ont consacré du temps. C'est le cas de l'équipe de Alvin Weinberg, qui explora tous les avantages du combustible liquide au laboratoire national d'Oak Ridge dans le Tennessee. De 1968 à 1976, ils firent tourner, grâce au plutonium et à l'uranium, le seul prototype fonctionnel de réacteur à sel fondu ayant jamais existé. Depuis, la Russie, la France, le Japon et même les USA consacrent un petit budget maigrichon à cette technologie. La communauté scientifique, après des années de recherche, s'est mise d'accord pour focaliser les études sur le Molten Salt Fast Reactor. C'est la technologie la plus prometteuse. Et il se trouve que le thorium y serait un combustible bien plus efficace que l'uranium. Moi non plus, je comprends pas. Ça, c'est du chinois, je comprends rien. Alors, ce réacteur au bon goût de thorium, comment ça marche ? Au tableau, j'en ai pour des heures de dessin, je vais me saloper les fringues. Une petite infographie. Sophie, non! Allez! Dans une cuve de 18 mètres cubes, on dissout un volume de combustible dans 3 volumes de sel fondu, du fluorure de lithium. Le thorium étant fertile mais pas fissible, la réaction de fission est donc amorcée par de l'uranium-238 ou du plutonium-239 qui, eux, sont fissibles. Quant au thorium, il va devoir se transformer en un autre élément pour que le réacteur fonctionne. On bombarde le thorium fertile de neutrons. L'atome de thorium va en absorber un et après plusieurs étapes, cela va le transmuter en uranium-233 qui n'existe pas à l'état naturel mais qui, lui, est fissible. U-233 est injecté dans la soupe où il va fissionner en balançant 2 neutrons qui vont fertiliser des atomes de thorium qui vont à leur tour se transmuter en U-233 et ainsi de suite. Cette réaction en chaîne fait chauffer la marmite jusqu'à 700 degrés. Grâce à des pompes, le liquide chaud circule en continu dans l'échangeur thermique, ce qui actionne une turbine dans un générateur qui produit de l'électricité. Le réacteur à sel fondu est surgénérateur, c'est-à-dire qu'il produit plus d'uranium-233 qu'il n'en consomme. Il est donc autonome en combustible, à condition de traiter régulièrement les sels afin d'en extraire les produits capturant les neutrons. Ce sont les produits de fission, car ils font baisser la production d'uranium-233. Le retraitement vise à enlever les produits de fission, extraire l'uranium-233 produit en excès pour le stocker, tout en conservant dans la cuve les déchets qui restent utiles à la fission, les actinides mineurs. Le réacteur à sel fondu aurait une puissance d'environ 1000 MW électriques, puissance moyenne des réacteurs actuellement en service. Arrêtez les images de synthèse! Vous êtes en train de ruiner le show! À entendre ce qui se dit sur le thorium, on a l'impression que c'est la 8e merveille du monde. Mais le thorium répond-il aux exigences du nucléaire de demain? Voilà ce qui se dit à son sujet. Ce qui est bien avec le thorium, c'est qu'il y en a beaucoup plus dans le sous-sol que de l'uranium. Le plus souvent extrait de la monazite dans le cadre de l'exploitation des terres rares, le thorium est utilisé dans les nouvelles technologies. Ses ressources sont estimées à 3 fois plus abondantes que celles de l'uranium et plutôt bien réparties sur l'ensemble de la planète. En France, on en a déjà stocké 10 000 tonnes. Et au vu de ce graphique, on comprend pourquoi l'Inde a misé gros sur ce minerai. Oui, bon, c'est pas un argument. Regardez, il y a des tonnes de charbon, c'est pas pour ça qu'il faut l'utiliser comme combustible. En plus, il y a déjà énormément d'uranium. Le réacteur à sel fondu à neutrons rapides fonctionnant au thorium est beaucoup moins dangereux que ce qu'on a dans les centrales nucléaires actuellement. Se demander si les centrales nucléaires sont dangereuses, c'est comme se demander si les chiens sont méchants. La réponse est la même, ça dépend lesquels! Gros avantage de cette technologie, la cuve n'est plus à 155 bars de pression, mais à pression atmosphérique, ce qui limite les risques d'explosion et donc les risques de diffusion de produits radioactifs dans l'atmosphère en cas d'accident. Et oui, une casserole, ça fait moins flipper qu'une cocotte minute. En cas de perte de refroidissement du cœur, comme ce fut le cas à Fukushima, le combustible liquide peut être vidangé rapidement et sans intervention humaine dans un réservoir. De plus, le combustible est insoluble dans l'eau, car passé en dessous de la barre des 500 degrés, il se solidifie. Les produits radioactifs ne peuvent donc pas se diluer dans l'océan.
c'est bien joli ce réservoir sous la cuve. Mais une fois plein, on fait quoi? On récupère le liquide et on se fait des mojitos? En outre, si le combustible est insoluble dans l'eau, les métaux alcalins qui le composent sont explosifs au contact de la flotte. Donc au final, on n'est pas plus en sécurité qu'un nourrisson dans un mosh pit. L'avantage du réacteur à sel fondu au thorium, c'est la flexibilité de sa production électrique. C'est plutôt bon pour les énergies renouvelables. L'état liquide du combustible permet une grande réactivité du réacteur dont la puissance pourrait varier de 50% en seulement 10 minutes. Ce type d'installation pourrait remplacer à terme les centrales à gaz et à charbon qui équilibrent toujours la production fluctuante de l'éolien et du solaire sur le réseau électrique. Les réacteurs actuels sont capables d'ajuster leur puissance jusqu'à 80% en l'espace de 30 minutes. Alors bon, hein. Avec ces engins-là, on a une productivité fantastique, hein. Avec 1 kg de thorium, il y a de quoi produire autant qu'avec 200 kg d'uranium, à vue de nez. Théoriquement, oui, en considérant que le réacteur à sel fondu produit plus d'uranium-233 qu'il n'en consomme, ça se tient. Mais encore faut-il pouvoir démarrer ce réacteur. Or, pour lancer un réacteur tout neuf, il faut des tonnes de matière fissile. Or, je vous rappelle que le thorium n'est pas fissile. L'uranium-233 n'existe pas à l'état naturel. Il faudrait donc amorcer la réaction grâce à un mix d'uranium-235, du plutonium-239 et d'autres actinides mineurs. Autrement dit, le réacteur à sel fondu au thorium dépend pour son cycle de départ de l'uranium-238. En récupérant les produits de fission contenus dans la soupe, il faudrait 50 ans pour réunir l'uranium-233 nécessaire au démarrage du second réacteur. Le thorium, c'est plus propre. On se laverait dedans. Le thorium-232 et donc l'uranium-233 produisent beaucoup moins de déchets radioactifs que l'uranium-238. Et pour cause, dans le cœur du réacteur, il n'y a plus ni barre en graphite ni autres matériaux. Donc ça fait beaucoup moins de matière à retraiter. Tout est devenu liquide. Tous les jours, on prélève 40 litres de ce combustible liquide qu'on va filtrer afin d'extraire les produits de fission indésirables. Il bouche les canalisations, c'est un peu comme le calcaire dans une machine à laver. Ces déchets radioactifs auraient un cycle de vie 1000 fois plus court que ceux de l'uranium-238. Enfin, on réinjecte le liquide et tous ces actinides mineurs radioactifs dans la cuve qui continueront de fissionner gentiment pendant des années. Ça, c'est dans le monde des bisounours. Je vous rappelle que l'inhalation de thorium est beaucoup plus dangereuse pour la santé que celle d'uranium naturel. Pour la même quantité de radioactivité ou à poids égal. Sophie, où êtes-vous? Sophie! En réalité, il reste des problèmes à étudier. Par exemple, à chaque micro-vidange, les experts estiment que 0,1% des actinides passeront entre les mailles et sortiront de la cuve. Et là, on va se retrouver avec des produits bien dégueulasses, comme le protactinium-231, qui pique vraiment les yeux. On peut pas faire de bombe avec le thorium, mais ça c'est bon pour la paix. Si le thorium est une matière visée par le traité de non-prolifération des armes atomiques, c'est quand même bien qu'on peut faire une bombe avec. Sauf que, dans sa chaîne de désintégration, il y a un élément qui complique un petit peu les choses. Il s'agit du thallium-208. Ce truc émet tellement de rayons gamma qu'il faudrait le trimballer dans des camions en plomb, imaginez. Et les scientifiques bossant sur la bombe ne pourraient pas s'en approcher sans mourir en quelques minutes. Tout ça pourquoi? Oh Sophie, pour tuer des millions de gens. Si tout le monde s'emballe sur le thorium et les réacteurs à sel fondu, c'est peut-être que les chercheurs et les industriels ont besoin de susciter l'intérêt pour financer leurs recherches. Mais n'oublions pas que pour l'heure, aucun réacteur de démonstration de ce type n'a encore fonctionné. Tout ceci n'est qu'un sac d'hypothèses de la simple théorie. Le thorium n'est pas la solution miracle que nous vantent les réseaux sociaux.
si tout se passe bien, les scientifiques estiment que les premières centrales de ce type apparaîtront vers 2070. Si tout se passe bien, elles commenceront à utiliser nos vieux déchets nucléaires comme combustible vers 2130. Si tout se passe bien, cette production énergétique par incinération devrait nous conduire vers 2200. Avant ça, si tout se passe bien, les chercheurs ont retrouvé une nouvelle source d'énergie propre, inoffensive et puissante. Enfin, d'ici là, on sera tous morts. Si tout se passe bien. J'aime une tyrolienne comme un vrai tyrolien. Tiroli, tirola, tirola. Elle m'apprend sans peine le... Si comme Prof et Sophie tu trouves Slim, oh yeah, regarde cette vidéo.